Hello, bienvenue dans le podcast Dr Hub. Ce podcast décomplexé où nous mettons l'accent sur la démystification de la santé en invitant des experts de renom qui partagent leurs connaissances et leurs expériences. Je suis Jafika Benjenat, votre hôte, et je suis ravie de vous retrouver tous les 15 jours pour une exploration passionnante de sujets essentiels liés à la santé de toute la famille. Notre objectif est de sensibiliser, informer et de fournir des solutions fiables et actualisées, conformes aux recommandations internationales. Nous aborderons des sujets variés, allant des soins préventifs aux maladies courantes, en passant par la nutrition, la santé mentale et bien d'autres domaines importants pour une vie saine et équilibrée. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde de la célèbre méthode Montessori. Cette approche éducative, développée par Maria Montessori au début du XXe siècle, a révolutionné l'enseignement en mettant l'accent sur l'autonomie, la liberté et le respect du développement naturel de chaque enfant. Maria Montessori, médecin, pédagogue et anthropologue, elle a ouvert la première Casa dei Bambini, maison des enfants, en 1907 à Rome, où elle a mis en pratique ses idées novatrices. Depuis lors, sa méthode s'est répandue dans le monde entier. Parmi ces principes, les principes de cette méthode sont le respect du développement naturel de chaque enfant. L'éducateur Montessori observe et guide l'enfant plutôt que de lui imposer un apprentissage rigide. Aussi, l'aménagement de l'espace est crucial pour favoriser l'autonomie et l'apprentissage. Les salles de classe Montessori sont équipées de matériel sensoriel spécialement conçu pour stimuler l'exploration et la découverte. Les enfants sont encouragés à choisir leurs activités, à travailler sur des projets qui les intéressent, tout en apprenant à assumer la responsabilité de leurs choix. Le matériel aussi, il est conçu pour permettre aux enfants de découvrir par eux-mêmes s'ils ont commis une erreur et comment la corriger, favorisant ainsi un apprentissage plus profond et durable. Et puis, bien évidemment, le rôle de l'éducateur. L'éducateur Montessori, souvent appelé guide, joue un rôle crucial dans le processus éducatif. Plutôt que d'être un enseignant traditionnel, le guide observe et comprend les besoins individuels de chaque enfant, les encourageant à explorer, à apprendre par eux-mêmes et à se développer sur le plan émotionnel et intellectuel. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir justement une éducatrice Montessori, passionnée et coordinatrice expérimentée. Latifa Moutawakil, appelée Latifa, est titulaire d'un master en éducation par les écoles de l'IUFM de Toulouse, en France. Elle a suivi une formation Montessori avec l'association Montessori Internationale, AEMI, pour les enfants de 0 à 3 ans, ainsi qu'une formation d'éducateur pour les enfants de 2 ans et demi à 6 ans. Son parcours reflète un engagement sincère envers l'éducation alternative. En tant que maman de 3 garçons, elle comprend l'importance de guider les enfants vers l'autonomie et l'épanouissement. Son expérience en tant que coordinatrice chez Iglo Kids a enrichi son expertise dans l'aménagement d'environnements d'apprentissage favorables à l'épanouissement de chaque enfant. Alors nous serons ravis bien sûr de découvrir ses connaissances et son savoir-faire lors de cette entrevue sur la méthode Montessori. Latifa, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, je suis ravie également, merci de m'avoir invitée. Alors Latifa, on va rentrer, j'ai fait une petite présentation. C'était très bien. J'ai résumé un peu, mais avec toi, on va plus rentrer dans les détails. D'accord, donc bien sûr, on a un petit peu présenté la méthode Montessori, mais selon toi, quels sont les principaux avantages de cette méthode en termes de développement cognitif et social des enfants? Alors déjà, est-ce qu'on peut commencer peut-être par présenter la pédagogie? Oui. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de différences entre ce que l'on va trouver généralement sur Google ou bien dans les écoles qui ne sont pas affiliées à l'association Montessori Internationale et dans la réalité de ce que l'on apprend en tant qu'éducateur AMI. Donc la pédagogie Montessori, c'est quoi? Le principe de base, c'est que l'enfant il est acteur de son développement. D'accord. Et en fait, il a en lui ce que Maria Montessori appelle un guide intérieur. Il a un guide intérieur qui suit des lois de développement qu'elle a observées auprès de milliers d'enfants à travers le monde et qu'elle appelle donc ces lois de développement. Il y a les périodes sensibles, les tendances humaines et l'esprit absorbant. Chacune de ces lois, en fait, va vraiment faciliter l'apprentissage de l'enfant.
il va être guidé naturellement vers certaines caractéristiques de son environnement et le rôle de l'adulte, il va être vraiment secondaire. Ça va être beaucoup plus au niveau de l'aménagement de l'environnement, l'observation, la prise en compte des besoins de l'enfant de façon individuelle et la présentation du matériel. Il va vraiment agir comme un guide, mais vraiment discret et plus en retrait. En retrait. Voilà. Et comment il va réussir à apprendre cet enfant s'il n'est pas, justement, on a appris à être toujours dirigé, voilà, comment il va réussir à comprendre tout seul ce jeune enfant? Alors en fait, l'aménagement de l'environnement va être pensé de façon très précise. Donc déjà, on va avoir 4 aires, donc la vie pratique, l'aire du sensoriel, le langage et les mathématiques. Il va y avoir aussi la géographie, mais la géographie, ça fait partie de l'aire du sensoriel. Là, on parle de quel niveau? C'est-à-dire à partir de quel âge? Là, on est sur des enfants de 2 ans et demi à 6 ans. D'accord. Voilà, on est dans la maison des enfants. Mhm. Donc l'environnement va être pensé de façon très précise et l'adulte va avoir un rôle aussi très précis. C'est que chaque jour, il va avoir une grille, un outil en fait qui va devoir remplir et noter ce que font les enfants à chaque moment de la journée. Il y a plusieurs outils. Il y a l'outil gestion de classe, où elle va vérifier ce que font tous les enfants à plusieurs moments de la journée. Afin d'avoir une observation globale de la classe. Il va aussi avoir des moments d'observation individuelle. Il va observer un enfant en particulier. Il va aussi avoir un outil qui s'appelle des courbes, des grilles d'analyse individuelle de comportement et des courbes d'analyse du comportement. Et donc tous ces outils-là, ça va lui permettre de guider les enfants individuellement vers des activités qui vont leur correspondre. Donc l'enfant, il n'est pas laissé livré à lui-même dans l'ambiance, à choisir complètement librement, pas du tout. D'ailleurs, un des principes clés pour faire fonctionner une ambiance Montessori, c'est qu'un enfant ne peut pas utiliser un matériel s'il ne lui a pas été présenté par l'adulte. D'accord. Donc en fait, il peut pas aller choisir n'importe quel matériel et s'asseoir et l'utiliser. Donc le matériel est proposé par l'adulte. C'est ça, il est proposé par l'adulte. Donc on va faire plusieurs présentations à un enfant. Par exemple, dans une journée, un jour je vais présenter un matériel, le lendemain je vais en présenter un autre. Et l'enfant, il va choisir entre les différents matériels que je lui ai présentés. Mais il va pas pouvoir se diriger vers n'importe quel matériel et l'utiliser de n'importe quelle façon. D'accord. Voilà. Donc c'est comme ça que l'enfant il est vraiment guidé. L'adulte est vraiment à ses côtés, derrière lui, et progressivement il va se mettre en retrait. Plus l'enfant va devenir autonome, et plus l'adulte va pouvoir se mettre en retrait. D'accord. Donc il y a une certaine liberté d'apprentissage qui est là dans cette méthode. Elle favorise l'autonomie de cette manière. Et la manipulation du matériel sensoriel est une caractéristique essentielle de la méthode Montessori. Comment ces outils aident-ils les enfants à mieux comprendre les concepts abstraits? Alors, en fait, le fonctionnement de la pédagogie Montessori, c'est Maria Montessori, elle a suivi le chemin de Seguin, c'est-à-dire déjà le matériel, il a été, on le sait, peut-être que certains ne le savent pas, il a été construit initialement par les docteurs Jean Itard et Édouard Seguin, qui étaient spécialisés dans l'instruction des enfants qui ont des déficiences sensorielles ou des déficiences mentales. Et elle a repris ce matériel qu'elle a modifié, qu'elle a amélioré, qu'elle a adapté aux enfants dits au développement normal pour développer leur potentiel. Et donc ce matériel-là, il a comme principe de base que l'enfant, c'est un explorateur sensoriel. Il a besoin d'explorer avec ses 5 sens. C'est pour ça que dans le matériel, l'enfant est invité à manipuler avec ses mains, à toucher, à sentir, à écouter. Il va vraiment utiliser tous ses sens et elle considère que la main, c'est l'outil de l'intelligence. Grâce à la manipulation, va se créer ce qu'on appelle une mémoire musculaire. Donc ça va vraiment s'imprimer dans le cerveau de l'enfant beaucoup plus facilement que si on est en face de l'enfant à lui livrer des leçons à l'oral. Donc là déjà on répond à un besoin de l'enfant fondamental qui est donc le besoin de manipulation. Et la deuxième chose, c'est qu'au niveau sensoriel, il y a aussi Aristote qui disait que rien n'est dans l'intellectuel qui ne soit passé par les sens. Donc elle se base aussi sur les travaux d'Aristote et donc en suivant le chemin de Seguin pour proposer
cette démarche pédagogique pour vraiment aider l'enfant à acquérir ces notions-là. Et justement, Latifa, cette méthode, elle a été créée en 1907, c'est-à-dire la première maison des enfants a été créée par Maria Montessori en 1907. Euh, Est-ce que cette méthode, elle n'est pas dépassée? C'est une très très bonne question que beaucoup de gens doivent se poser. Aujourd'hui, c'est une méthode qui a largement fait ses preuves, puisque les enfants... Alors, bien sûr, il y a une différence entre les écoles Montessori qui appliquent la méthode de façon bien précise, et il y a des écoles qui se disent Montessori, mais qui vont être plus dans un état d'esprit alternatif, de laisser beaucoup de liberté à l'enfant. Là, on n'est pas du tout dans le même... Alors, ça aurait été ma question, parce que j'allais te poser justement la question de nos jours au Maroc, puisqu'on habite bien sûr au Maroc, beaucoup d'écoles se disent Montessori. Donc, est-ce vrai ou c'est simplement une stratégie marketing? Et d'où le fait si la méthode, elle est dépassée ou pas, si elle est bien appliquée ou pas. Alors, c'est vrai que personnellement, j'ai observé beaucoup de différences. J'ai eu l'occasion de visiter plusieurs écoles justement parce que j'étais à la recherche pour mon fils. Je souhaitais pas qu'il soit scolarisé dans la même école où moi je travaillais. Et effectivement, il y a beaucoup de Montessori qui revient. C'est surtout une exposition de matériel sur des étagères que j'ai observé. Je n'ai pas entendu de discours vraiment très précis ou très clair sur la façon dont les enfants vont être vraiment instruits, on va dire. Comment est-ce qu'ils vont utiliser ce matériel, comment est-ce qu'ils vont progresser pendant l'année. Donc, je peux pas préjuger ces écoles-là. Oui, je comprends. Mais je pense qu'effectivement, il y a une période où Montessori était un peu à la mode. Maintenant, j'ai l'impression que ça redescend. Maintenant, c'est la mode du Cambridge. Voilà, maintenant, c'est la mode. Plus on est dans les systèmes anglophones, on est dans autre chose. Mais c'est vrai qu'il y avait une période où c'était marketing. On voyait C'était beaucoup plus marketing. Je sais que ça fait pas partie de tes compétences, mais qu'est-ce qu'il faut pour être vraiment accrédité Montessori? Il faut que les professeurs soient formés Montessori. Par exemple, toi, tu as fait cette formation à l'AMI, mais pour être maîtresse ou éducatrice, on va dire, ou guide Montessori, mais pas pour être formatrice. Non, alors pour être formateur, là, ça demande déjà une certaine plusieurs années d'expérience, donc qui doivent être validées, donc c'est-à-dire qu'ils vont contacter les écoles où on a travaillé pour être sûr de savoir quelle expérience on a eu dans ces écoles, qu'est-ce qu'on a offert aux enfants durant toutes ces années. Donc on ne devient pas comme ça formateur du jour au lendemain. Pas du tout, ça demande beaucoup d'années d'expérience, plus une formation, il me semble, de 3 ans, voire 4 ans. Donc, parce que je pense qu'il y a une confusion dans les idées. Une fois qu'on a fait, peut-être, on a investi dans notre formation, même si c'est à l'ANI, on va dire, pour être guide Montessori, on va croire qu'on peut former. Or, un formateur, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est vraiment beaucoup d'années d'expérience parce que enseigner cette méthode-là et la pratiquer au quotidien avec les enfants, c'est pas du tout la même chose. D'accord. Et comment obtenir cette accréditation Montessori? Est-ce qu'il y a un moyen? Moi, par exemple, j'ai envie, voilà, j'ai apprécié ce type d'enseignement alternatif et ça m'intéresse. Comment on doit procéder? Brièvement, je sais que donc il y a deux choses différentes, il y a l'affiliation et l'accréditation. D'accord. L'affiliation, c'est une école qui donc on travaille avec des éducateurs et des éducatrices formés par l'ANI. Et ensuite, également, on a du matériel qui doit être estampillé ANI. Et ça coûte cher le matériel, d'après ce que j'ai compris. Le matériel officiel, oui, c'est la marque Ninoise qui vient du Japon et qui fait du matériel qui correspond exactement aux normes de Maria Montessori. C'est un budget de combien, c'est-à-dire pour un outil? Par exemple, un petit matériel pour un enfant de 3 ans, par exemple, un cube du binôme, ça peut coûter dans les 60 €, 70 €, voilà, environ. Donc c'est un sacré investissement. C'est un investissement qui est très élevé au départ et ensuite qui est rentabilisé au fur et à mesure des années. Parce que c'est un matériel en bois. Efficace. Il est de qualité, donc il va résister au fur et à mesure des années. Et puis il est efficace au niveau apprentissage. Voilà. Parfois, on a l'impression que ça demande un énorme investissement, mais les écoles investissent aussi dans beaucoup de choses, plus dans les décorations,
sur les murs, dans de l'aménagement divers, et ça monte, les factures, elles montent très très vite. Donc il vaut mieux investir dans le matériel. Là, voilà, on investit dans quelque chose de durable que l'enfant il va pouvoir manipuler et d'autres enfants encore manipuler Voilà, pendant plusieurs générations, on va dire. C'est ça, Plusieurs années. Quoi. Plusieurs années. D'accord. Donc, et pour obtenir l'accréditation, on peut être soit affilié, soit accrédité. Pour être affilié, il faut que tous les profs soient déjà AMI. Le matériel aussi soit aux normes. Donc, est-ce qu'ils vérifient, eux, au niveau de l'AMI? C'est ça la différence. Donc, quand on est affilié, il n'y a personne qui vérifie. Quand on est accrédité, c'est là où on a un audit, donc pour vérifier la qualité de ce qu'on propose aux enfants. D'accord. Et là, on doit faire venir une équipe d'experts, donc de formateurs, de directeurs d'école, qui font partie en fait de l'équipe d'accréditation et qui viennent vérifier dans l'école une fois ou plusieurs fois dans l'année qu'on a bien respecté tous les principes et tous les codes de Montessori. Parce que je pense que c'est comme un traitement le Montessori, c'est-à-dire soit on l'applique bien, soit il va pas donner des résultats s'il n'est pas bien appliqué. Parce que tout à l'heure tu m'avais dit s'il est bien appliqué, elle est bien appliquée cette méthode, elle est efficace. Alors ça dépend qu'est-ce qu'on recherche exactement. C'est que la plupart des écoles qui ne sont pas dans une formation AMI, ils sont dans la didactique. Leur objectif c'est uniquement l'instruction, c'est apprendre aux enfants des notions. Donc là, ça va fonctionner parce que le matériel, il contient le contrôle de l'erreur, c'est un matériel scientifique, précis, etc. Donc, il va donner des résultats sur certains enfants. Mais si on recherche vraiment à développer le potentiel des enfants, l'épanouissement, et vraiment développer aussi surtout avant tout la concentration, là, ça demande quand même d'être très précis et d'avoir beaucoup de connaissances sur la façon de présenter le matériel, sur les étagères et surtout nous, comment on présente le matériel, comment on interagit avec les enfants et aussi beaucoup travailler sur la normalisation du comportement. Ça, pour travailler sur la normalisation du comportement, si on n'a pas une formation officielle, je doute fortement qu'on puisse être capable parce que en ayant discuté avec beaucoup de personnes autour de moi qui se disent éducatrices Montessori ou bien qui appliquent cette méthode avec leurs enfants à la maison ou autre, aucune de ces personnes-là ne m'a parlé de la normalisation du comportement et des outils. Ça veut dire quoi la normalisation du comportement? Donc la normalisation du comportement, c'est qu'elle part du principe, Maria Montessori, que tous les enfants ils viennent au monde en fait en étant des enfants, des êtres calmes, pacifiques. Oui. Donc c'est pas quelque chose de normal qu'un enfant soit agressif, soit fasse de grosses colères en permanence. Voilà, tout ça on considère que ce sont des déviances qui sont dues à l'environnement de l'enfant qui n'était pas adapté à ses besoins depuis l'enfance. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Montessori, ça commence à la naissance. Ça m'intéresse, oui. Ça commence dès la naissance en fait, tous ces principes dont elle parle. Et donc là, nous, qu'est-ce qu'on va faire en tant qu'éducateur entre 2 ans et demi et 6 ans? C'est au sein de l'environnement, on va faire en sorte que l'environnement réponde à tous les besoins de l'enfant, donc qui permettent l'autonomie, qui sont adaptés à la taille et à la force de l'enfant, que ce soit un environnement calme, sécurisant, sécurisé, et aussi chaleureux, soit un petit peu comme à la maison. Et que l'adulte, il ait une position où il ne soit jamais dans le jugement. Donc une position de force aussi. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans une position verticale, c'est vraiment horizontal. Et en face de l'enfant, on est là, main dans la main avec lui pour avancer ensemble. Selon toi, c'est efficace cette méthode sur le long terme? Oui. On va pas dire qu'il y aura un problème d'autorité par la suite? Alors non, parce que justement, l'adulte doit rester, on appelle ça même dans d'autres pédagogies, ferme et bienveillant. On lui donne à l'enfant la liberté, mais dans un cadre. Il y a certains enfants qui vont essayer de se frotter au cadre en permanence. Bien sûr, c'est normal. C'est parce que c'est pour se rassurer. L'enfant, il fait ça pour vérifier que le cadre, il est bien là. D'accord. Et c'est là où, d'ailleurs, dans un environnement Montessori, on est en train de recréer comme une petite communauté, comme une mini-société avec des choses à respecter. Donc, on a aussi les exercices de grâce et courtoisie qui permettent aux enfants d'apprendre la politesse, le respect, attendre son tour, ne pas déranger le travail des autres, être dans le partage, dans l'écoute, dans l'empathie. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on travaille dans un environnement Montessori, on pourra en parler des heures. Est-ce qu'il y a des domaines spécifiques où des enfants spécifiques, c'est-à-dire dans lesquels la méthode Montessori pourrait être moins adaptée, ou nécessiter des améliorations?
Oui, oui, moi je pense effectivement, après mon expérience avec mon propre enfant et puis d'autres enfants que j'ai observés en école, dans les écoles où j'ai travaillé, il y a des enfants qui ont des troubles du comportement, mais qui sont liés plus à soit des problèmes neurologiques, diagnostiqués ou pas, ou alors, voilà, par exemple, il y a des troubles autistiques, Oui. troubles qu'on appelle TDAH, TDAH, trouble des troubles de quand- l'attention avec ou sans hyperactivité. Oui. Voilà, ce sont juste deux exemples. Et là, dans ces cas-là, il faudrait que l'environnement ait certaines adaptations pour que ça leur Mais corresponde. elle est toujours efficace, cette méthode, avec ce type d'enfant. Elle est excellente parce que j'ai vu avec mon propre fils qui a de gros troubles du comportement, avec agressivité. C'est un enfant qui ne supporte pas la frustration, qui va pouvoir même jeter un matériel au sol dès qu'il n'y arrive pas. Eh bien, j'ai travaillé moi-même avec lui. Personne n'y croyait. On me dit, mais tu es sa maman, ça marchera pas. Mais quand je travaille avec lui dans un cadre vraiment très calme, à l'heure où les enfants n'étaient pas dans la classe, où il y avait très peu d'enfants, euh, et que je l'observe et je lui présente le matériel qu'il va être capable de faire, ni trop difficile ni pas assez, il peut rester très longtemps. J'ai des vidéos de lui où il peut rester concentré très très longtemps sur le cube du binôme ou sur d'autres matériels. Donc, c'est une méthode qui reste efficace avec des enfants spécifiques, mais avec certaines adaptations, on va dire. Exactement. Donc, c'est vraiment l'environnement avec moins de stimulation, moins d'enfants, un effectif réduit et peut-être aussi moins de matériel. On va pas tout exposer dès Avec un enfant, bien sûr, spécial. Voilà. Voilà. D'accord. Une petite question. Comment on peut savoir si cette méthode fonctionne? Est-ce que, c'est-à-dire les enfants qui ont appliqué cette méthode il y a 10, 20 ans, vous avez des retours, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des statistiques, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur ce type d'enfants, peut-être au niveau épanouissement, peut-être au niveau de leur vie privée ou de leur vie professionnelle? Est-ce qu'il y a eu des retours? Est-ce que vous avez une idée par rapport à ça? Oui, ben justement, c'est aussi ça le travail de ce que je disais de l'association de soins internationale, c'est ça, c'est déjà ils ont des groupes de travail qui permettent de s'actualiser sur les nouvelles recherches en neurosciences. Parfois, ils vont même pas modifier du matériel, mais ils vont réadapter certaines présentations. Ils vont vraiment chercher à améliorer en permanence ce qui est proposé aux enfants. Et ils vont aussi faire des audits dans les écoles accréditées qui vont avoir des retours en permanence. Et puis les écoles Montessori, il y en a tellement partout dans le monde que si les gens continuent de créer des écoles, c'est qu'on voit quelque chose. Mais selon toi, tu penses que c'est une méthode, c'est-à-dire un enfant qui a pratiqué cette méthode Montessori, c'est-à-dire plus adulte ou adolescent, va être plus épanoui qu'un enfant, voilà, oui. Je pense parce que c'est la seule méthode que je connais qui permette vraiment à l'enfant de rentrer dans les apprentissages. C'est pas juste un système alternatif où l'enfant va jouer, s'amuser, c'est vraiment... Il y a de l'apprentissage. Complètement. On est vraiment dans la lecture, dans l'écriture, dans les mathématiques très poussées, jusqu'à la division, jusqu'aux fractions. On va même aller faire des opérations avec des nombres à 6 ou 7 chiffres, des centaines de milliers, des millions. On est vraiment dans le développement du potentiel de l'enfant, parce que le cerveau de l'enfant il a beaucoup plus de capacités que ce qu'on s'imagine. Donc, au niveau du comportement humain, qu'est-ce qui va développer cet enfant? Il va développer beaucoup la capacité de vivre en société, comme je disais tout à l'heure, parce qu'on peut créer une société avec tous ses codes, et que l'adulte, il a le rôle de vérifier que les codes sont respectés, que chacun respecte l'autre, donc déjà le respect de l'autre, et aussi la confiance en soi, parce que l'enfant, il est face à un matériel autocorrectif, à des activités où il se corrige par lui-même. D'accord. À aucun moment l'adulte va venir lui dire c'est faux. Et ça, c'est terriblement, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus terrible dans le système, dans d'autres systèmes, c'est que vu qu'il n'y a pas cette autocorrection, l'adulte va être là pour corriger l'enfant et parfois ça peut le frustrer. Parfois, on travaille juste parce qu'on a peur de notre professeur ou de notre éducateur. On fait les choses parce qu'on a envie de les faire, pas parce qu'on est obligé de le faire. Exactement ça. C'est vraiment le point essentiel, c'est que l'enfant, il travaille pour lui-même. Il se nourrit intellectuellement, il se nourrit intérieurement. D'accord. Lui-même. Donc, plus grand, peut-être qu'il va arriver à prendre des décisions, voilà, au niveau de la prise de décision, au niveau de son auto-évaluation,
C'est-à-dire, voilà, il n'a pas besoin et c'est très important. C'est des enfants qui sont habitués à se concentrer sur eux-mêmes, à se nourrir quand même nous, en tant qu'adultes, même dans le développement personnel, on le voit, c'est que tant qu'on travaille sur soi-même, à essayer de réfléchir à comment s'améliorer soi-même en permanence, bah, on devient quelqu'un de plus épanoui, de plus capable de savoir qu'est-ce qu'on veut dans la vie aussi. Et puis se remettre en question, qui est très important. Les adultes d'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à se remettre en question. Peut-être qu'ils le disent, on se remet souvent en question, mais ils se remettent pas en question. Et puis voilà, se remettre en question. Déjà plus jeune, il a été face à ça. Et face à ça, et aussi on remarque que beaucoup d'étudiants ou de jeunes lycéens, ils n'arrivent pas, qui savent même pas qu'est-ce qu'ils veulent faire après. Oui. Beaucoup. Oui. C'est presque la norme en fait. Mais j'en ai vu. Ben, en fait, la raison principale, c'est parce que depuis enfant, ils ont été habitués à faire les choses pour plaire à la vie, plaire au professeur, Effectivement. plaire à papa et maman, ramener des bons bulletins scolaires. On n'est pas du tout dans la nourriture psychique et dans le développement personnel. En fait. On a toujours quelque chose à prouver. Voilà, il n'est pas dans la recherche de se satisfaire lui-même de qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qu'il aime faire. Qu'est-ce qu'il a envie de faire. Et dans quoi il peut exceller avec ses propres compétences. En tout cas, merci Latifa d'avoir répondu à mon invitation pour toutes ces explications aussi très pertinentes et j'espère qu'on va te revoir très vite si tu pars pas en voyage.